Bertrand Gacon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bienvenue dans notre nouvelle émission FinTech Fair, un podcast d'un genre nouveau qui donne la parole aux innovateurs et acteurs du secteur financier roman. Une parole libre, mais surtout décomplexée. Parfait. Avant de parler de votre entreprise Impact et de parler de l'impact investing et de savoir un peu ce que c'est, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter ? Ok, donc je suis Bertrand, ça vous l'avez déjà dit, je suis le cofondateur d'Impact et mon parcours, j'allais dire professionnel en tout cas, il est vraiment dans la finance d'impact, la finance durable. J'ai eu la chance de démarrer il y a déjà assez longtemps dans ce secteur-là, au moment où c'était encore probablement une activité de niche, dans différentes banques ici à Genève, par conviction personnelle, et de prendre la direction de ces activités chez BNP Paribas, puis chez Lombard Odier. J'ai aussi la chance de pouvoir présider l'association Sustainable Finance Geneva. Donc voilà, je suis assez, comme vous voyez, assez monomaniaque sur mes centres d'intérêt. Donc la durabilité, c'est vraiment quelque chose qui me touche personnellement assez profondément. Et donc voilà, j'ai décidé d'en faire le centre aussi de mon parcours professionnel. Et c'est ce qui m'a amené ensuite à donc créer cette start-up, cette fintech, Impact, dont on va parler un petit peu plus longuement aujourd'hui, je crois, qui reste dans le domaine de la durabilité, de la finance durable. Et qui mesure collaborativement les impacts environnementaux et sociaux des entreprises. Ok, Voilà. Génial. Et donc, avant de commencer, qu'est-ce que c'est finalement l'impact investing ? Alors l'impact investing, la définition, j'allais dire puriste de l'impact investing, c'est vraiment la mobilisation du capital pour financer des activités qui génèrent une utilité sociale. C'est vraiment mobiliser l'argent, les financements, les investissements pour soutenir des projets, des entreprises qui amènent des solutions à tous les grands défis, évidemment climatiques, mais aussi les inégalités de genre, les inégalités sociales, la biodiversité, enfin tous les défis auxquels on est confronté aujourd'hui, et s'assurer que les investissements soient avant tout mobilisés pour répondre à ces sujets-là, au-delà de la performance financière, et en plus surtout de la performance financière de ces investissements-là. Ça, c'est vraiment la définition puriste de l'impact investing, et Genève a été dès l'origine un centre très pionnier en matière d'impact investing. C'est à Genève qu'est né, par exemple, sont nés les premiers fonds de microfinance, dont le but est de financer ces entreprises qui font des microcrédits à des personnes qui sont non bancarisées pour leur permettre de pouvoir développer des activités génératrices de revenus, par exemple. Et Genève était effectivement, dès l'origine, très implantée sur cette notion d'impact investing. Depuis, cette notion a pris de l'ampleur. La définition s'est probablement élargie. Et quand nous, on parle d'impact investing, c'est pas simplement le financement d'entreprises sociales, le financement de microfinance, le financement de ces entreprises à forte valeur ajoutée. C'est finalement comment est-ce qu'on va faire rentrer cette dimension d'impact dans la finance classique. Et donc, l'impact investing pour nous, c'est rajouter une troisième dimension à l'investissement. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, l'investissement a deux dimensions principales, c'est les risques et les rendements. C'est ce que vont regarder tous les investisseurs. Oui. Nous, on veut que demain, tous les investisseurs regardent trois dimensions à chaque fois qu'ils prennent une décision d'investir ou pas. C'est les rendements, les risques et l'impact que vont avoir leurs décisions d'investissement. Et ça, c'est pour nous la vraie définition de l'impact investing, c'est de s'assurer qu'on fasse rentrer l'impact au cœur même de tout le processus d'investissement. Ça tombe bien parce que c'était une des questions que j'allais vous poser un peu plus tard. Voilà, j'ai anticipé. Est-ce que vous pensez que l'impact investing, c'est vraiment une tendance ou est-ce que c'est quelque chose qui va être pris justement sur le long terme et qui sera indispensable ? Alors ça fait 20 ans que je suis, plus ou moins 20 ans que j'ai commencé dans l'industrie et je me suis longtemps posé la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un basculement assez fort, probablement aux alentours de 2015, qui est une année un peu charnière. En 2015, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé, c'est les accords de Paris, c'est la COP21, les accords sur le climat. C'est la naissance aussi des Sustainable Development Goals des Nations Unies. C'est ces 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies qui ont permis d'adopter un langage commun et un cadre d'action commun à la fois pour le secteur privé et le secteur public. C'est aussi l'année du Dieselgate, comme on dit en bon français, donc l'année où Volkswagen... le scandale Volkswagen a éclaté, qui a fait prendre conscience aux beaucoup d'investisseurs aussi les importances de ces enjeux en fait dits extra-financiers qui finalement sont pas si extra-financiers que ça quand ils se matérialisent. Et donc ça a donné un coup d'accélérateur probablement à quelque chose qui était déjà en croissance régulière d'année après année, mais qui est devenu central en fait pour la plupart des acteurs aujourd'hui financiers, que ce soit parce que la réglementation l'impose de plus en plus, que ce soit parce que la demande des clients aussi
se renforce et devient de plus en plus explicite, surtout avec le changement générationnel. Je crois qu'on va en parler un petit peu aussi quand on parlera de l'avenir financier de la place genevoise, mais aussi pour des simples raisons finalement de bonne gestion et de bon investissement, prendre en compte ou plutôt ignorer ces dimensions dites extra-financières, c'est finalement prendre une décision d'investissement avec des œillères, c'est se dire moi j'oublie tous ces aspects-là pour me concentrer que sur la performance économique de l'entreprise, et c'est quelque part prendre le risque d'être rattrapé tôt ou tard, soit agréablement, soit de manière beaucoup plus désagréable quand l'entreprise se retrouve impliqués, soit dans des scandales environnementaux, dans des problématiques d'amende par exemple, ou tout simplement dans du boycott de produits. Enfin, il peut se passer plein de choses qui vont finir par rattraper la performance financière de l'entreprise. Est-ce qu'on pourra bientôt dire que quelqu'un qui souhaite que investir pour la performance, c'est un peu has-been? On aimerait bien. La réalité, c'est que ça reste encore de très loin la première préoccupation du secteur financier. Ils sont même souvent mandatés pour ça, que ce soit les fonds de pension, les assurances ou même les particuliers. Quand vous confiez, vous et moi, votre patrimoine à votre banquier, c'est que vous attendez qu'il vous rende plus d'argent à la fin de l'année que vous lui en avez confié au début. Et pour l'instant, ça reste encore la priorité numéro un. Ce qu'on voit avec l'émergence de toute cette notion d'impact investing et plus largement de finance durable, c'est qu'il n'y a pas forcément d'incompatibilité entre faire de la performance financière et investir dans des solutions pour la planète et la société. Et c'est là tout l'enjeu en fait, c'est de montrer que non seulement il n'y a pas d'incompatibilité, mais on est arrivé à un point où on n'a plus le choix. Il faut vraiment qu'on arrive à réconcilier l'économique et l'environnement et le social. Parce que si on continue de s'appuyer sur des modèles qui se développent systématiquement au détriment de l'environnement, de la planète, de la société, c'est vraiment tout l'enjeu de la durabilité. Justement, ça ne pourra pas durer au sens premier du terme. Voilà, donc il faut arriver à réconcilier ça. Et la finance d'impact, finalement, c'est cette voie-là pour réconcilier l'environnement et l'économie. Et comment est-ce que c'est perçu, cet impact investing par les banques et les investisseurs, surtout à Genève, on va dire? Alors là aussi, je pense que c'est des mentalités qui ont beaucoup évolué au cours des 20 dernières années. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine, c'était la gentille récréation. Donc, on était en général ceux qui parlaient quand on avait fini de parler des choses sérieuses et qui développaient des petits produits dans un coin pour 1% de la clientèle qui étaient un peu les gentils écolos naïfs de la planète. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Les enjeux de durabilité, c'est vraiment central, comme je le disais, à la fois pour des raisons réglementaires, mais aussi des raisons commerciales. À l'époque, quand j'ai démarré, c'était difficile de trouver une banque qui avait une offre de finance verte ou de finance durable ou d'investissement responsable. Aujourd'hui, c'est probablement compliqué de trouver une banque qui ne fait pas du tout d'investissement durable ou d'investissement responsable. Donc le marché s'est complètement retourné. Après, il y a un changement vraiment de mentalité qui doit s'opérer aussi. Je pense que dans cette évolution, il y a parfois eu une évolution un peu contrainte et forcée, à marche forcée par un certain nombre d'acteurs qui ont plus subi cette évolution qu'ils ne l'ont choisie. Et j'attends toujours qu'on rentre vraiment dans une dynamique, un changement générationnel peut-être aussi se passe, non pas seulement chez les clients des banquiers, mais chez les banquiers eux-mêmes, avec des gens qui, au sein des banques, ont des vraies préoccupations, pas seulement professionnelles, mais aussi personnelles pour ces enjeux-là et ont des convictions fortes sur ces enjeux-là. Et ça, je pense qu'il y a encore un petit peu de route à faire. On le voit en fait sitôt que les conditions de marché se retournent avec les 6 derniers mois. Par exemple, le secteur pétrolier est redevenu un secteur très lucratif du point de vue de l'investissement. Toutes les banques étaient engagées dans des stratégies dites de neutralité carbone, de net zero comme on appelle ça. Si vous regardez aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont un petit peu oublié ces grands objectifs et ces beaux principes pour se repositionner sur le secteur pétrolier qui a généré beaucoup de performances ces 6 derniers mois et encore plus depuis la guerre en Ukraine. Justement, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Est-ce que finalement, ça sera quelque chose d'indispensable par la suite ou une tendance ? Alors on va peut-être revenir dans le détail parce que derrière ces grandes tendances globales qui vont dans le bon sens, le diable est dans les détails. L'industrie a mis très longtemps à s'intéresser à ces sujets-là. Comme je le disais,
les 15 premières années, en tout cas moi, de mon parcours professionnel, c'était vraiment un sujet très niche et très satellite. Depuis 2015, maintenant, c'est en train de devenir un sujet central. Mais je pense qu'il nous reste encore le gros enjeu une fois qu'on a acté le fait que dorénavant la finance s'intéresse fortement à ces enjeux-là, il reste le comment. Comment est-ce qu'elle s'y prend et comment est-ce qu'elle s'outille et qu'est-ce qu'elle regarde. Et là, on arrive dans ce qui a présidé à la fondation de la société Impact que j'ai co-créée avec mon cofondateur Sylvain Massou, qui est vraiment se dire aujourd'hui la manière dont la finance a abordé cette thématique-là ne fonctionne pas. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui... plus d'$1 sur 3 investi sur la planète est censé être investi selon des critères environnementaux et sociaux. Donc c'est ce fameux ESG dont vous avez probablement entendu parler, environnement, social et gouvernance. Donc ça s'appuie sur des données, des recherches, des scores en fait de performance ESG des entreprises. Et c'est massif, hein. 1/3 de tous les investissements de la planète. On est en train de parler de milliers de milliards de dollars investis selon ces critères-là. Le résultat, vous l'avez vu comme moi cette année, on a encore des émissions de carbone qui ne cessent de croître. On a des problématiques climatiques qui s'amplifient sur la planète chaque jour un peu plus. Vous avez tous vu la canicule dans laquelle on est entré cette année. Pour prendre un exemple très local, j'allais dire très récent. Les inégalités, la pollution plastique. On voit qu'aujourd'hui, pour toute cette transformation et tout ce mouvement autour de l'ESG, ça n'a pas produit les résultats escomptés sur la planète. Et une des raisons pour lesquelles ça n'a pas produit ces résultats-là, c'est que l'approche ESG, en fait, n'a pas pour but d'améliorer l'état de la planète. C'est une surprise en fait pour beaucoup de gens qui découvrent l'ESG ou qui l'ont découvert récemment, mais les approches ESG sont là pour finalement ne mesurent pas si les entreprises amènent des impacts positifs à l'environnement ou à la société, mais font exactement le contraire. Elles mesurent si l'environnement et la société sont susceptibles de pénaliser ou de favoriser le cours de bourse de l'entreprise. Et donc c'est vraiment des méthodologies qui ont été développées par les investisseurs, pour protéger leurs investissements, mais non pas pour améliorer l'état de la planète. Et donc on a besoin d'une toute nouvelle génération de données, qu'on appelle les données d'impact justement, qui elles sont là pour véritablement mesurer à quel point chaque entreprise apporte des contributions positives et négatives à l'environnement et à la société, et prendre les décisions d'information sur ce critère-là. C'est ce qu'on appelle la double matérialité, c'est-à-dire à savoir est-ce que cette entreprise a des conséquences matérielles sur l'environnement et la planète, et non pas est-ce que la planète et la société et l'environnement ont des conséquences matérielles sur l'entreprise. Parce que ça, c'est une question qui est intéressante pour les investisseurs, mais qui n'est pas très intéressante pour le reste des citoyens. Exact. J'ai eu l'impression que c'est ce qui était ressorti pendant les recherches, c'est que vraiment la différence entre l'investissement type ESG et en comparaison avec l'impact investing, c'est qu'avec l'impact investing, on vise vraiment les résultats très concrets. On s'intéresse c'est une grosse attente. Voilà, l'objectif, c'est d'améliorer la planète et d'améliorer la société. Mais de manière vraiment concrète et mesurable. Concrète, mesurable, si on peut aussi scientifique que possible. C'est pas toujours facile, parce que ça demande aussi la contribution des entreprises elles-mêmes dans un certain nombre de mesures d'impact. Mais voilà, plus les semaines passent et plus les outils s'améliorent, plus les approches s'affinent. Et on arrive maintenant à vraiment produire des données impact qui sont très différentes dans ce qu'elles vous disent de ces fameuses données ESG qui sont aujourd'hui utilisées de manière très uniforme et très standardisée dans l'industrie financière. Je ne dirais pas qu'elles servent à rien, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, elles ont une valeur, ces données-là, et déjà du point de vue des investisseurs, comme je l'ai dit. Elles permettent aussi de sensibiliser la communauté financière sur les problématiques d'environnement, mais aujourd'hui, elles ne répondent pas à la vraie question. Elles répondent à la question, est-ce que je prends un risque en tant qu'investisseur à aller chez Nestlé pour des raisons environnementales et sociales ? Mais ce n'est pas la question à laquelle on a besoin de répondre. La question à laquelle on a besoin de répondre, c'est est-ce que Nestlé contribue positivement ou négativement à faire de ce monde un monde plus vert, plus équitable, plus prospère. Voilà. Et ça, c'est la vraie question qu'il faut tous qu'on se pose et qu'on se pose rapidement, parce qu'il faut pouvoir réorienter non seulement les flux de capitaux, mais aussi, j'allais dire, les décisions publiques, les politiques publiques, les choix de consommation vers les entreprises qui véritablement nous permettent de faire que la planète soit plutôt en meilleure santé qu'elle ne l'est aujourd'hui, plutôt que de plus en plus mauvaise. Mais du coup, si on prend l'exemple d'une banque lambda qui doit
faire le choix d'incorporer justement des solutions avec l'impact investing? Est-ce qu'au niveau du coût, et pour l'investisseur aussi, est-ce qu'au niveau du coût, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Qu'est-ce que ça change concrètement, à part l'aspect moral de la chose? Alors, côté des banques, c'est certainement un coût supplémentaire. Les banques qui ne s'intéressaient pas à ces données, ces informations-là il y a 10 ans et qui ont dû commencer à s'équiper, elles doivent acheter des données, de la recherche. Elles peuvent décider de recruter des gens dont le métier va être d'essayer de mesurer cette durabilité, mais souvent, elles vont aussi acheter des données avec des spécialistes qui les produisent déjà et recruter d'ailleurs en plus des équipes internes. C'est souvent un mélange des deux. Donc oui, il y a un coût supplémentaire pour les banques à intégrer cette nouvelle dimension. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est des choses sur lesquelles l'industrie est déjà passée. Il y a à la fin, juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'ensemble de l'industrie était très focalisé sur une seule dimension, c'était simplement les rendements financiers. La dimension de risque était très peu développée, tout simplement parce que les marchés étaient très peu volatiles et ont été haussiers pendant des années, voire des décennies. Puis avec l'arrivée du choc pétrolier dans les années 70, la volatilité a explosé, les risques sont devenus un élément fondamental en fait de la prise de décision. C'était pas simplement combien je vais gagner d'argent en investissant dans telle entreprise, dans telle autre, c'est est-ce que cet argent, j'ai un gros risque aussi de le perdre. Et toute cette notion, ces risques, ces indicateurs, ces outils qu'on a développés, les banques ont dû aussi s'outiller pour pouvoir répondre à ces questions autour du risque auxquelles elles ne répondaient pas avant. Et oui, ça a eu un coût, mais j'allais dire, ça fait partie du travail des investisseurs, de bien comprendre les investissements qu'ils réalisent et de bien observer dans la totalité du spectre visible, j'allais dire, tout ce qu'on peut apprendre des entreprises dans lesquelles on investit, y compris leur durabilité. Et pour un investisseur, est-ce que, à part l'aspect moral, est-ce qu'il y a plus de coûts? Est-ce que c'est plus rentable? Est-ce que ça change vraiment quelque chose dans son portefeuille? Alors les coûts, donc je disais, oui, il y a un coût qui peut être repassé ou pas par les banques. Les banques peuvent refacturer à leurs clients finaux cette recherche additionnelle. Souvent, elles ne le font pas. Elle n'est pas non plus, c'est pas des choses par rapport par exemple à leur budget de consommation de données financières. On est sur l'épaisseur du trait. Les banques dépensent beaucoup plus d'argent à acquérir des données financières qu'à acquérir des données de durabilité par exemple. Donc c'est un coût évidemment qu'ils ne payaient pas avant, mais ça reste quasiment $1 aujourd'hui ou presque par rapport, si on les compare en fait à leur coût traditionnel d'acquisition de données financières. En termes de performance, il y a beaucoup de débats, donc là il y a beaucoup d'études parfois assez contradictoires là-dessus. Là aussi je crois que c'est difficile de faire la part des choses entre la qualité du gérant, est-ce qu'on est en train de parler d'approche ESG, d'approche d'impact, il y a une grande pluralité en fait des approches, donc c'est parfois difficile d'avoir des conclusions globales sur est-ce que la finance d'impact, est-ce que la finance durable globalement surperforme, sous-performe, performe de manière équivalente. La réalité, c'est qu'on a vu qu'au cours des 5 dernières années, les entreprises qui avaient des bonnes notes ESG ont eu tendance plutôt à surperformer, mais c'est aussi en grande partie parce qu'il y a eu plus d'intérêt par les investisseurs pour ces entreprises-là qui du coup ont souscrit davantage des actions ou des obligations des entreprises et qui donc mécaniquement ont tiré aussi le cours de bourse vers le haut. Donc c'est pas forcément pour des raisons fondamentales intrinsèques liées à la qualité de ces entreprises qu'elles ont surperformé. Voilà. Après il y a un certain nombre d'éléments de base qui laissent à penser que sur le long terme en tout cas, c'est des entreprises qui vont être mieux préparées aux changements réglementaires, qui vont avoir aussi une meilleure capacité à attirer des talents, à retenir leurs employés, à éviter des problématiques de retournement de clientèle. Donc sur le long terme, on peut penser que c'est des entreprises qui vont pouvoir mieux tirer leur épingle du jeu que d'autres secteurs. Et en parlant des investisseurs, est-ce qu'il y a un type d'investisseur qui s'intéresse à ça ou ça peut être Alors oui, au début, c'était des investisseurs assez particuliers. C'est souvent les personnes privées, les personnes fortunées, les fondations qui ont été les premiers à explorer ce type d'investissement parce que c'est des gens d'abord qui peuvent disposer de leur argent comme bon leur semble. Ils sont pas de devoir fiduciaire ou devoir rendre des comptes. Un fonds de pension aujourd'hui, il a un mandat pour gérer des actifs et payer des retraites à partir de ça. Donc il ne peut pas lui-même décider d'aller dans des sentiers non balisés, explorer des nouvelles choses. Donc c'est souvent les privés, les fondations qui font ce genre d'innovation, qui vont aller tester ces nouveaux développements. Mais ensuite, c'est une fois que le marché devient plus mûr et que les premiers investissements montrent leur pertinence. Là, on a des mouvements
démocratisation de ces investissements. Et aujourd'hui, la finance durable, comme je le disais, c'est devenu complètement standard. En tout cas, la dimension, l'ESG, ce qu'on appelle l'intégration ESG, c'est-à-dire le fait d'intégrer des critères ESG dans toutes les prises de décision. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose que font la plupart des banques, en tout cas en Europe, en standard depuis maintenant assez longtemps. Maintenant qu'on a mieux compris ce que c'est l'impact investing, on va maintenant parler d'impact. Votre entreprise, qui est justement dans l'impact investing, qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Alors oui, ça peut prêter un petit peu à confusion, en tout cas en audio, parce que Impact, c'est le nom de l'entreprise aussi, et ça sonne comme Impact Investing. Évidemment, c'est pas complètement innocent. Et donc Impact, c'est une start-up qui est basée ici à Genève, et qui justement s'est créée sous... j'allais dire, en réaction à cette frustration qu'on avait dans le secteur de la finance durable, de devoir prendre des décisions d'investissement basées sur ces fameuses données ESG que j'ai déjà mentionnées, qui se sont beaucoup améliorées au cours du temps, mais qui fondamentalement ne répondent pas à la bonne question. Et donc, on s'est dit, si on veut vraiment que notre travail tous les jours ait un impact mesurable sur la planète et sur la société, il va falloir qu'on puisse nourrir nos réflexions et prendre des décisions d'investissement sur la base de vraies données qui mesurent les impacts environnementaux et sociaux. Ça n'existait pas ou très peu quand on a démarré Impact. Depuis, le marché est en train de beaucoup évoluer, est en train de se rendre compte justement que l'ESG, ça ne répond pas forcément à la bonne question, est en train de s'intéresser à ces notions d'impact. Et quand on s'intéresse à l'impact, on se rend compte très vite que c'est très complexe. Mesurer l'impact d'un géant comme Nestlé, ça a beaucoup de dimensions, beaucoup de facettes. Selon que vous parlez d'une communauté ou d'une autre, ça peut avoir des impacts positifs pour une communauté, négatifs pour une autre. Ça touche des millions évidemment de personnes sur la planète. Et donc c'est très difficile de documenter, mesurer, faire la part des choses et analyser tout ça. Et donc dès le départ, on s'est dit la meilleure approche pour le faire, c'est pas d'aller demander à un expert qui tout seul connaîtrait Nestlé tellement bien et dans toutes ses dimensions qu'il pourrait lui-même juger de ces impacts-là. Mais c'est vraiment une approche collaborative où on va réunir des milliers, en l'occurrence des dizaines de milliers de personnes qui sont formées et qui vont travailler de manière organisée, structurée pour rassembler toutes les informations nécessaires, les peser, les vérifier et collaborativement, en fait collectivement, arriver à une mesure très détaillée, très granulaire et très consensuelle de l'impact de Nestlé. Parce que vous avez aussi, sur tous les enjeux d'impact, souvent beaucoup d'émotions, on va dire. Et donc, on veut, nous, être basé uniquement sur du factuel et du rationnel. Et c'est là aussi où les approches, finalement, collectives permettent d'expurger, en tout cas de compenser, on va dire, certains excès potentiels d'un côté par d'autres et de mettre en confrontation différents points de vue pour arriver à une sorte de neutralité plus objective en fait. J'ai vu que vous mettiez aussi beaucoup l'accent sur la transparence. Et sur la transparence, parce que c'est aussi une des critiques régulières qui est faite aux données ESG. Elles sont produites aujourd'hui par des acteurs privés en fait, qui ont développé au cours du temps leur propre méthodologie, qui est souvent effectivement assez opaque. Je le dis pour avoir utilisé moi-même en tant que client ces données ESG pendant de nombreuses années. C'est vrai qu'on a parfois du mal à comprendre pourquoi tel fournisseur de données ESG arrive avec tel score, et quand on essaye un petit peu de comprendre pourquoi Nestlé a telle note, bonne ou mauvaise, qu'on essaye de creuser derrière, souvent c'est assez incompréhensible et c'est assez obscur de savoir comment le fournisseur de données est arrivé à ça, et on avait besoin d'un système. Évidemment, quand on parle d'intelligence collective, d'approche collaborative, la transparence, c'est pratiquement un élément fondateur, parce qu'on ne peut pas faire intervenir des milliers de personnes autour d'une évaluation commune si personne n'a accès à l'information. Donc la première chose, c'est d'ouvrir complètement l'information, d'être en approche dite open data, et de permettre à toutes ces personnes-là non seulement de contribuer, d'apporter leur savoir, mais également d'accéder au savoir de tous les autres. C'est comme ça qu'on construit finalement une information à la fin beaucoup plus complète, beaucoup plus exhaustive et beaucoup plus robuste aussi sur les entreprises. Donc concrètement, si moi j'aimerais faire partie de votre communauté, on peut appeler ça une communauté? Oui, c'est une communauté. Voilà, la communauté Impact. Oui. Comment ça se passe concrètement? Alors il y a deux rôles principaux dans la communauté. Il y a un rôle qui est dit d'analyse. Donc ça c'est une communauté qui est aujourd'hui plus difficile d'accès, je dirais, puisqu'il faut avoir suivi une formation et une certification pour le faire. Quel que soit le background?
Elle est ouverte à tout le monde gratuitement. On a aujourd'hui, c'est une des premières choses qu'on a mis en place. Naïvement, peut-être un petit peu au début, on s'était dit qu'on allait demander à n'importe qui d'écrire sur des analyses d'impact pertinentes sur les grandes sociétés de la planète. Et on s'est retrouvé assez vite avec à boire et à manger, surtout très peu de standards, beaucoup de divergences, beaucoup d'incohérences. Et donc on a eu un processus, on a mis en place des processus beaucoup plus structurés, beaucoup plus guidés. Et surtout, on s'est rendu compte que tout le monde n'est pas... l'analyse d'impact, c'est pas comme Obélix, on n'est pas tombé dedans quand on était petit, ça s'apprend. Et donc on a formé les gens à ce que c'est l'analyse d'impact, ce que c'est l'impact, comment ça se mesure, quels sont les cadres d'analyse qui existent. On les a pas réinventés, on a utilisé ceux qui existaient déjà, mais par contre on forme notre communauté là-dessus. Et c'est une formation qui a eu beaucoup de succès, puisque depuis qu'on a lancé, on a plus de 170 000 personnes sur la planète qui ont participé à cette formation-là. On forme en général chaque semaine plus de 3000 personnes sur la planète à la mesure d'impact. Ça fait aussi partie de notre mission, c'est de démocratiser l'impact pour que le plus de gens possible sur la planète puissent se poser les bonnes questions sur l'impact des boîtes avec lesquelles ils interagissent. Et les personnes qui ont suivi cette formation-là, qui veulent s'engager dans le processus de certification, peuvent le faire. Alors, il y a des examens théoriques, il y a des examens pratiques, ils vont devoir rédiger des analyses d'impact, et ceux qui j'allais dire, terminent sous ce parcours de formation avec les meilleures notes possibles, deviennent analystes d'impact certifiés. Il y en a très peu qui ont réussi aujourd'hui, puisqu'on est en train de parler de 550 personnes sur les 150 000 qui se sont enregistrés à cette formation-là, mais c'est un prérequis pour pouvoir produire des analyses sur la plateforme. Et une fois que ces personnes ont obtenu leur certification, elles ont accès à un module d'appel à contribution. Donc ça marche vraiment comme, comme un journal qui aurait besoin de faire rédiger des articles à une communauté de journalistes freelancers, par exemple, et qui dirait, voilà, j'ai besoin que quelqu'un rédige un article sur, des élections américaines. Et donc, il y a toute une base avec plusieurs milliers en fait, d'articles à rédiger sur les différentes typologies d'impact des entreprises, Nestlé, la pollution plastique, Coca-Cola et l'obésité. Et donc, ces 550 analyses certifiées ont accès à ce module de contribution et vont pouvoir chaque jour choisir les sujets d'analyse sur lesquels travailler. Ils vont réserver ces sujets sur la plateforme et ils ont 15 jours pour produire en fait leur recherche. Et ensuite, une fois qu'elle est produite, elle est soumise à une équipe de vérification qui va s'assurer que tous nos standards et nos exigences de qualité, en fait, que les sources sont fiables, que les données obligatoires ont bien été rassemblées, que tous les faits sont vérifiés. Et si c'est le cas, cette analyse devient publiée sur la plateforme. L'analyste, à ce moment-là, est rémunéré pour son travail. Et une fois qu'elle est publiée sur la plateforme, là, on a une communauté, c'est le deuxième rôle dont je parlais, de la communauté, qui est ouvert également à tout le monde, mais qui est beaucoup plus accessible parce qu'il est moins exigeant. Ça, c'est le rôle d'évaluateur d'impact. Il y a aussi une formation, mais là, on a une communauté qui aujourd'hui compte quasiment 50 000 membres, qui vont lire en fait ces recherches une fois qu'elles ont été vérifiées, réalisées. On retrouve avec des petites synthèses très courtes tout ce que vous avez besoin de savoir sur Nestlé, la pollution plastique, par exemple. Et sur la base de cette information documentée et vérifiée, le rôle de cette deuxième partie de la communauté, c'est de collectivement déterminer si ces impacts sont majeurs ou plutôt marginaux sur 3 dimensions que sont la persistance, la profondeur et l'ampleur de ces impacts-là. Et donc chacun va faire ses évaluations et on va rassembler l'ensemble de ces évaluations collectives pour donner des poids d'impact, ce qu'on appelle la matérialité, des poids d'impact en fait à chacun des sujets. Est-ce que la pollution plastique de Nestlé, c'est un sujet majeur quand on le compare par exemple avec les problématiques de travail des enfants ou avec la contribution positive de Nestlé à nourrir la planète, parce que toutes les entreprises ont des contributions positives et négatives. Absolument toutes. Il n'y a pas une seule entreprise sur la planète qui ne fait que des choses bien ou que des choses mal. Elles génèrent tous des emplois par exemple, mais elles génèrent toutes de la pollution également. Et donc il faut pouvoir identifier, documenter chacune de ces contributions une par une et surtout les peser les unes contre les autres. Et c'est là où l'intelligence collective en fait amène vraiment toute sa valeur ajoutée. C'est là où les 50 000 personnes travaillent ensemble pour peser et mesurer, évaluer ces différents enjeux les uns contre les autres et à la fin de permettre d'agréger en fait tous ces enjeux pour se dire au final, quand j'ai regardé la contribution de Nestlé à nourrir la planète, mais que je compare à ce qu'il génère en termes de pollution plastique et je sais pas de CO2, etc. L'emploi, la création d'emplois, l'agriculture, bref, je prends tous les sujets majeurs qui concernent Nestlé, je les pèse et je leur donne un poids différent à chacun d'entre eux, non pas pour ce qu'ils représentent pour l'entreprise, mais pour ce qu'ils représentent comme impact sur la planète et la société. Quand je rassemble tout ça, est-ce que Nestlé c'est une boîte finalement qui a une contribution nette positive ou négative ? Et ça, c'est une information qui est précieuse parce que
Le résultat, c'est qu'une entreprise qui, au final, amène plus de contributions négatives à la planète et la société que de contributions positives, la vraie question, c'est que c'est une entreprise avec laquelle on devrait probablement arrêter d'investir, d'acheter, de consommer, de travailler, etc. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le TripAdvisor de l'impact investing? Alors, il y a probablement quelques dimensions de similarité, au sens où TripAdvisor, c'est effectivement pas seulement un expert qui essaye de juger de la qualité d'un hôtel ou d'un restaurant. Mais nous, on n'aime pas trop la comparaison avec TripAdvisor parce que... Je disais ça dans Sens Noble. Hein. Oui, non, mais c'est une très bonne question parce que ça me permet justement en creux de montrer en quoi on diffère de TripAdvisor. Et la vraie grosse différence, c'est l'énorme travail qui a été consacré au contrôle de qualité, en fait. Personne n'arrive sur la plateforme pour faire une évaluation à l'emporte-pièce. Tout est contrôlé. Il faut montrer la pertinence et la cohérence de ces évaluations. Donc voilà. Et on sait... On s'assure de connaître qui fait des évaluations, comment ces évaluations sont faites. On a un mécanisme d'incentivisation des bonnes évaluations par rapport aux mauvaises. Donc bref, il y a vraiment un processus. On vient nous-mêmes du secteur financier. On a été nous-mêmes utilisateurs de ces données. On a été frustrés de la mauvaise qualité des données qu'on avait à notre disposition. Et le but, c'était de faire des données de très haute qualité. Et souvent, on a ces interrogations, parce que les approches collaboratives, ça soulève à juste titre ces questions sur mais si on demande à monsieur et madame tout le monde de faire ces évaluations, à la fin on se retrouve avec un peu du grand n'importe quoi. Et c'est un risque tout à fait réel avec ces approches collectives là. Et pour éviter de tomber dans ce genre de biais, il faut mettre en place beaucoup de processus de contrôle qu'on a développé au cours du temps jusqu'à ce qu'on soit convaincu, et on a travaillé beaucoup avec le secteur académique là-dessus, que la qualité des processus est vraiment très robuste. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit les résultats sur la plateforme, on est assez content de voir la cohérence, la profondeur et la validité en fait de la recherche qui est produite par ces approches-là. C'est aussi beaucoup lié au fait que les contributeurs qui sont sur la plateforme sont sélectionnés en fait. Ils sont notamment sélectionnés parce que ils partagent tous un vrai alignement de mission en fait. Ils sont tous là pour essayer de produire une information de qualité sur ces mesures-là. Et ça se retrouve aussi à la fin du processus. Non, mais j'ai vu sur Internet, c'est assez bien fait parce que c'est assez bien décrit. Et puis, c'est vraiment, enfin, quand on clique sur une entreprise, on voit vraiment l'impact sur différents aspects. Puis, on voit les notations qui évoluent, etc. Donc, alors, effectivement, ça fait aussi partie de notre mission, comme je disais, de démocratiser cette information-là. Donc, on vend une partie de l'information au secteur financier parce qu'on est une entreprise sociale, mais on est une entreprise quand même. Donc, on doit couvrir nos coûts. Mais on essaie aussi de rendre une grande partie de cette information disponible à tout un chacun gratuitement. Et effectivement, si vous allez sur la plateforme, vous pouvez consulter un certain nombre de fiches d'entreprise gratuitement, voir un certain nombre de données d'ensemble gratuitement. Il n'y aura pas forcément le même niveau de granularité que auquel nos clients ont accès, mais vous pourrez sélectionner jusqu'à 10 entreprises qui vous intéressent et aller là, pour le coup, sur ces 10 entreprises, vraiment dans tout le degré de granularité que vous souhaitez. Qui sont vos clients ? On a principalement des clients qui viennent du secteur financier. Donc c'est des gérants de fonds, c'est des banques privées. Et aujourd'hui, parce qu'on est suisse et qu'on a démarré la commercialisation du produit assez récemment, c'est pour beaucoup des banques en Suisse. À Genève ? Quelques banques en Europe, à Genève et plus globalement en Suisse, quelques banques en Europe, et on a signé maintenant nos premiers clients aussi aux États-Unis. Voilà. Génial, félicitations. Merci. Et comment est-ce qu'elles réagissent finalement à ça ? Quels sont leurs retours ? Ou est-ce qu'elles sont au début perplexes ? Et puis, Alors, comme je dis, c'est moins nouveau. Maintenant, la plupart de ces acteurs, notamment à Genève, les enjeux de finance durable, ça fait quand même déjà quelques années qu'elles s'y intéressent. Donc, c'est pas comme si tout d'un coup on arrivait avec quelque chose de complètement nouveau. Je pense que là, on voit l'industrie transitionner, c'est qu'elle est en train de passer de l'ESG à l'impact. Et tous les acteurs n'y sont pas encore. Il y en a beaucoup qui ont passé les dernières années à s'équiper de données ESG, et maintenant on est en train de leur dire ça c'est très bien que vous l'ayez fait, mais maintenant il est temps de passer à l'impact. Donc ça arrache de nouveau les cheveux en se disant mince, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il va falloir recommencer. Après, il peut y avoir, comme toujours, le secteur financier est un secteur quand même très prudent, donc il y a
C'est pour ça que les fintechs sont très utiles pour secouer aussi le cocotier, parce que par nature, c'est un secteur conservateur et quand on arrive avec des approches innovantes, notamment l'intelligence collective, c'est une approche assez innovante au sens C'est la raison pour laquelle je vous posais la question. Ouais. On n'a pas eu autant d'objections que ça sur cette approche en fait. On s'attendait à ce que la plupart des banquiers qui sont habitués justement à recourir à des experts, une personne seule qui vient donner son avis absolu sur un sujet donné, regarde un petit peu ces approches-là avec beaucoup de suspicion. Finalement, c'est plus de la curiosité qu'on a eue. Le doute peut être plus sur est-ce qu'aujourd'hui le ESG versus l'impact, donc c'est un doute plus fondamental parfois quand il arrive sur l'évolution du marché que sur la pertinence ou pas d'utiliser des approches collectives. Je crois que ça montre aussi finalement, la bourse, ça reste aussi finalement de l'intelligence collective. Hein. Donc, quelque part, nous, ce qu'on fait, c'est probablement ce qui s'approche le plus d'un mécanisme de marché boursier pour déterminer tous ensemble une valeur sociétale de l'entreprise et non pas une valeur économique de l'entreprise. Et au lieu de demander là aussi à une seule personne, au lieu de demander à Bertrand Gacon ce qu'ils pensent de Nestlé ou de Toyota, il y a 50 000 personnes qui vont confronter leur point de vue et faire ça collectivement. C'est pas très éloigné d'un système de cours de bourse où c'est un ensemble d'acteurs qui agissent ensemble qui vont déterminer si l'action de Nestlé elle est plus ou moins haute et si elle monte et si elle descend. Et nous, c'est la même chose et ça a lieu en temps réel aussi sur la plateforme puisque cette communauté de 50 000 personnes, elle fait ses évaluations tous les jours en temps réel. C'est justement, moi je trouve que la vraie innovation que vous apportez, elle est à ce niveau-là. Elle est vraiment au niveau de l'intelligence collective et le fait de rassembler des gens, je pense, avec des backgrounds très différents les uns des autres et qui sont peut-être pas forcément étiquetés comme experts de la finance. Mais je pense que justement, comme vous disiez, avec peut-être la formation que vous leur avez donnée et puis la rigueur de votre méthodologie, je pense que c'est aussi ce qui a pu rassurer vos clients. Oui, et on n'a pas besoin que ces gens-là soient des experts de la finance, parce que les questions qu'on leur pose ne sont pas des questions financières. Hein. On leur pose des questions vraiment sur la durabilité. Et on a beaucoup quand on regarde les gens qui composent notre communauté, c'est très souvent des gens qui sont très éduqués, donc qui ont au minimum un bachelor, pour beaucoup ont un master ou un PhD, qui viennent des sciences environnementales, qui viennent de l'ingénierie, qui viennent du management, de l'économie. Donc il y a vraiment cette diversité. Mais on a aussi effectivement des autodidactes. Une fois de plus, on ne juge pas, on ne filtre pas à l'entrée, on juge sur la qualité de ce qui est produit sur la plateforme. On mesure beaucoup toutes les contributions de tous les contributeurs, quelles qu'elles soient. Et donc on est vraiment on est une fintech, donc la data pour nous c'est très important et on produit beaucoup de data et on suit beaucoup cette data-là. Et donc on est capable très vite d'identifier justement la qualité des contributions, de savoir qui sont les gens qui ont visiblement une expertise plus forte sur un domaine, un secteur, un sujet particulier. Et ça, c'est aussi la grande force de ces approches basées sur les données, en fait. C'est que plus le temps passe, plus on accumule des données, et plus on est bon, et plus on est précis, en fait, dans la qualité de ce qu'on fait. Donc, on a un mécanisme qui fait que la qualité d'ensemble ne fait que s'améliorer semaine après semaine, en fait. Bravo à vous. Quels sont les challenges que vous rencontrez dans votre business model finalement? Les challenges sont ceux de toutes les startups. Hein, c'est la monétisation et je pense que peut-être plus globalement encore en Europe, c'est l'accès au financement. Nous, on avait le choix d'un business model dont on estime qu'il est très pertinent pour ce qu'on fait, mais qui a un gros désavantage, c'est qu'il nécessite des coûts d'investissement assez élevés. Construire une communauté, construire une couverture, ça demande beaucoup de ressources parce qu'il faut produire de la recherche avec des dizaines de milliers de personnes. Il faut produire on a produit plus de 25 000 articles de recherche d'impact aujourd'hui sur la plateforme. Il faut couvrir aussi des milliers d'entreprises parce que nos clients, ils ont besoin pas d'avoir l'information juste sur Nestlé et Toyota. Hein. Ils ont besoin d'avoir la même information comparable, produite de manière très cohérente et très uniforme sur plusieurs milliers d'entreprises. Et tout ça, avant de pouvoir commencer à vendre cette information-là à nos clients, il faut le produire. Et ça demande des investissements assez significatifs au démarrage. Et en Europe, contrairement par exemple aux États-Unis, on a probablement, et en Suisse également, on a probablement encore un très grand wagon de retard sur l'accès au financement, surtout pour les entreprises vraiment en démarrage. On trouve plus facilement des investisseurs une fois que les phases de commercialisation sont passées, que le produit a montré qu'il avait un marché.
Mais quand on est en phase de constitution du produit et d'investissement initiaux, on appelle en bon français vraiment le seed et le early stage, on a des vraies lacunes de financement aujourd'hui des entreprises. Ce n'est pas pour rien que les grands acteurs technologiques, que ce soit dans le fintech ou ailleurs, sont majoritairement nord-américains. C'est aussi une des explications, c'est aussi la faiblesse du secteur du capital risque européen. Alors ça s'améliore beaucoup, on a vu vraiment des tours de table qui deviennent beaucoup plus significatifs en Europe ces dernières années, mais je dois dire, pas encore tant que ça en Suisse à mon goût. Et typiquement dans notre domaine à nous, on a un vrai enjeu, je pense, qui devrait être un vrai sujet d'alerte pour la plupart des banques. Je ne suis pas sûr qu'elles en aient vraiment toujours conscience, mais la grande majorité, si ce n'est la totalité ou la quasi-totalité des acteurs des données ESG sont aujourd'hui nord-américains. C'est une industrie qui a démarré en Europe, qui s'est développée en Europe, et ensuite tous les acteurs ont été rachetés par les MSCI, les Standard & Poor's, les Reuters, les Refinitiv de ce monde. Et aujourd'hui, on a très peu d'acteurs européens indépendants. Et ça veut dire que toutes les banques et les gérants d'actifs en Europe sont dépendants de ces fournisseurs de données américains aujourd'hui pour développer leurs produits de finances durables, de finances d'impact. Et ça, pour moi, c'est un vrai enjeu d'indépendance, de souveraineté. Et je pense qu'on a vraiment besoin en Suisse de se mobiliser pour faire émerger des alternatives, en fait. Des entreprises suisses qui sont capables de jouer à l'échelle mondiale et de fournir ces données-là et de permettre aussi de garder une certaine indépendance par rapport à... Surtout quand on voit l'explosion réglementaire aujourd'hui, c'est des acteurs qui ont un poids énorme en fait sur la finance et qui sont pour la très grande majorité anglo-saxons et nord-américains. Mais ça représente aussi une réelle opportunité finalement. Oui, probablement, à condition de ne pas s'endormir, de la saisir. On le voit, c'est pas seulement vrai dans la fintech. Si vous regardez, aujourd'hui les GAFAM, comme leur nom, ils sont tous américains. Les grands champions technologiques européens, ça se compte sur les doigts de la main. Vous avez Spotify, SAP. Voilà, il n'y a pas de grands groupes. Il y a peu aujourd'hui de grands groupes européens et suisses. Sur les dimensions technologiques qui ont été développées au cours des dernières années. Et ça, c'est un vrai enjeu. Je sais que vous avez une section qui est consacrée à l'avenir de la place financière genevoise. C'est un vrai enjeu. L'émergence des champions de demain et le financement des startups, c'est je pense, un point stratégique si on veut assurer la pérennité à moyen et à long terme d'une place financière ou tout simplement de l'économie d'un pays. Exact. Et du coup, le choix que vous avez fait de vous installer en Suisse et à Genève particulièrement, est-ce qu'il vient pour ces raisons-là ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, c'est vraiment le Swiss Made finalement qui a... Non, alors il se trouve qu'on est basé en Suisse, on a fait notre carrière professionnelle en Suisse, on a notre réseau en Suisse, il y a un environnement suisse aussi qui est quand même globalement propice. La Suisse est régulièrement classée dans les pays les plus innovants, il y a une réglementation qui est assez propice à l'entrepreneuriat en Suisse, une culture aussi entrepreneuriale en Suisse qui est très intéressante. À Genève plus particulièrement, on a quand même un écosystème qui est juste incroyable quand on veut faire de l'impact investing. Dans Impact Investing, il y a deux mots importants, comme j'aime bien le dire, il y a Impact et il y a Investing. On a une place financière de premier plan à Genève, mais on a aussi, évidemment, côté Impact, tout un tas d'organisations internationales qui ont leur siège à Genève et qui sont des acteurs très importants quand il s'agit de mettre en place des standards, de produire de la recherche, de comprendre les enjeux environnementaux et sociaux, d'orienter là aussi les politiques publiques. Et donc cet écosystème très particulier sur lequel on arrive à avoir sur finalement un confetti de territoire de quelques dizaines de kilomètres ou 15 minutes de tramway, vous pouvez à la fois retrouver la rive gauche, la rive droite du lac et c'est cet écosystème très riche, c'est vraiment unique. Vous n'avez aucune autre ville de la planète sur laquelle vous avez une telle concentration à la fois d'organisations internationales avec un secteur financier. Et ça, c'est une force magique aujourd'hui de Genève, mais c'est à mon sens un atout qui est complètement sous-utilisé, sous-exploité. Alors de moins en moins, je pense qu'on progresse là-dessus. La grande conférence Building Bridges qui a vu le jour il y a maintenant 2 années, dont le nom d'ailleurs vraiment est un appel à réunir les compétences sur les deux rives du lac et à travailler tous ensemble, va dans cette direction pour mieux
mieux capitaliser sur cet écosystème fantastique qu'on a à Genève. Mais c'est encore quelque chose, je pense, qu'on n'exploite pas complètement et pas complètement bien, et qui pourtant, pour moi, constitue un des vrais axes différenciateurs pour la place genevoise dans les 5 à 10 ans qui viennent. Pourquoi, à votre avis, il n'y a peut-être pas encore assez d'unité entre les différents acteurs ? Parce que c'est compliqué de se parler, les gens ont chacun leurs priorités, les gens ont chacun leur culture aussi. Les personnes qui travaillent, je sais pas moi, au HCR ou à la Croix-Rouge ou à l'ONU parlent pas forcément le même langage, ont pas forcément les mêmes préoccupations que les banquiers genevois. Et donc ça demande à la fois, je dirais, une vraie ouverture d'esprit, ça je doute pas qu'elle existe, mais ça demande aussi des vraies compétences ce qu'on appelle là aussi, pardon pour le bon français, mais de convening power. Donc il faut des structures dont le rôle est vraiment d'organiser ces collaborations. C'est pas simplement de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Il faut mettre en place des agendas communs, réunir des moyens, cibler les axes prioritaires, se donner des objectifs concrets, suivre dans le temps la mise en place de ces différents projets. Voilà. C'est pas simplement de la bonne volonté et des grands objectifs, c'est vraiment l'organisation de cette collaboration, et ça c'est pas magique, ça demande des institutions pour s'en occuper, pour y travailler, et, comme je le disais, depuis quelques années maintenant on a progressé dans cette direction-là. Et donc les échanges sont à la fois plus riches, plus nombreux et surtout plus, je dirais, plus concrets. Parce que c'est un grands écueils aussi, c'est de rester au niveau des grandes discussions qui n'aboutissent à pas grand-chose. Et là, je pense qu'on va dans la bonne direction. Mais je pense que le potentiel est énorme, en fait, pour une place comme Genève, si elle utilise bien cet écosystème, ce cluster d'institutions très différentes. En fait, c'est une force, c'est une diversité, une force une fois de plus que personne d'autre, ni en Suisse, ni en Europe, ni ailleurs. Tu étais en train de parler tout à l'heure du marché financier genevois. Juste pour clôturer ça, si je suis un jeune entrepreneur et que j'aimerais venir m'installer à Genève, quels sont les challenges et les opportunités auxquelles je pourrais faire face ? Alors les opportunités, comme je disais, c'est vraiment, je pense, il y a une culture entrepreneuriale à Genève, il y a des organisations d'incubation, la Fongine pour ne pas la nommer, qui est la Fondation genevoise pour l'innovation technologique, qui est d'ailleurs qui a incubé Impact dès le début. On a toujours nos locaux, nous d'ailleurs, à la Fongite. Donc il y a un certain nombre de structures favorables, il y a une facilité de création d'entreprise, du point de vue juridique, du point de vue aussi des apports en capitaux initiaux. C'est assez simple de démarrer à Genève en fait. Peut-être la difficulté à contrario, c'est le coût de la vie, le coût des salaires. Une start-up qui démarre, en général, elle n'a pas de revenus. Et donc, très rapidement, vous pouvez prendre votre premier employé, vos 2 premiers employés, vos 3 premiers employés. Vous avez des coûts à Genève qui ne sont pas les mêmes que si vous êtes, je ne sais pas, dans des pays avec des coûts de la vie beaucoup plus faibles. Et ça peut être un problème quand vous avez des modèles, effectivement, des modèles d'affaires qui sont très consommateurs de capitaux et d'investissements initiaux, en fait. Bon, on a aussi une chance, c'est qu'il y a beaucoup de moyens de trouver des financements à Genève. Alors, je suis pas entièrement d'accord avec ça, C'est au vrai sens où aujourd'hui, comme je le disais, il y a une vraie compétition internationale. L'Europe est très en retard sur l'accès au financement, en tout cas au financement privé. Je parle vraiment des fonds d'investissement en capital risque. Il y a un vrai décalage sur les tickets. Voilà, nous, chez Impact, on a fait plusieurs levées de fonds à quelques millions. Aux États-Unis, probablement, ça serait en dizaines de millions que ce genre de levée de fonds se serait joué. Ça fait évidemment une sacrée différence à la fin de la journée. Et il ne faut pas sous-estimer le rattrapage qui est en cours. Il y a des pays comme la France, par exemple, sur lesquels il y a maintenant vraiment un écosystème très bouillant côté start-up, à la fois sur la création start-up mais sur les financements, avec l'État qui a beaucoup joué le jeu, avec tout un développement d'investisseurs de capitaux risques qui se sont aussi mis dans la partie. Et moi, mon sentiment, mais j'ai pas regardé ça, donc c'est plutôt une impression qu'une étude, enfin j'ai pas de données là-dessus à partager, mais j'ai plutôt le sentiment que la Suisse
est en train de perdre une partie de son avance par rapport au reste de l'Europe que le contraire. C'est-à-dire que je pense que le reste de l'Europe, et notamment un certain nombre de pays, vont beaucoup plus vite. Quand je vois les tickets qui sont... moi, je regarde beaucoup les entreprises dans le domaine de la durabilité. Hein, quand on regarde des entreprises comme Insect, par exemple, qui est une start-up française, ou Ecovadis, qui est une autre start-up française, ils ont fait des levées à plusieurs centaines de millions récemment. On voit assez peu ce genre d'opération se passer aujourd'hui en Suisse, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on est encore un peu conservateur, puis qu'on préfère choisir des business models qui sont plus ou moins prévisibles? Oui, je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer ça. Enfin, je suis pas sûr du diagnostic non plus, hein, comme je l'ai dit. C'est plus aujourd'hui un ressenti qu'un vrai diagnostic scientifique. Donc peut-être que les chiffres me contrediraient aussi. Mais je dirais qu'il y a en tout cas une prise de conscience des pouvoirs publics dans beaucoup d'autres pays et notamment au niveau européen, qui ont compris que la création d'emplois, l'indépendance économique et je dirais même la souveraineté économique passe aussi par l'émergence de champions locaux et donc mettre les moyens pour que ça arrive. Voilà, j'ai cité la France avec quelques exemples, mais vous avez la même chose aujourd'hui en Allemagne, vous avez la même chose en Espagne, vous avez beaucoup et puis même au niveau européen, vous avez beaucoup de financement en fait pour faire émerger des startups européennes, surtout dans le domaine de la technologie et dans certains spécifiques domaines de la technologie. Alors la Suisse, évidemment, ne reste pas en se croisant les bras, mais c'est aussi des limites de la Suisse avec ses quelques millions d'habitants comparé au marché européen et ses 500 millions d'habitants. Et voilà, on a des effets d'échelle aussi qui viennent aussi rentrer en jeu à ce niveau-là. Les capacités de financement. Nous, typiquement, vous parliez des avantages et des inconvénients de créer sa start-up en Suisse. Il y a des financements européens desquels nous sommes exclus parce que nos bureaux sont de ce côté-là de la frontière plutôt que de l'autre côté. Et il y a aujourd'hui beaucoup de projets, beaucoup de mécanismes publics ou privés. Typiquement, on a parlé avec un certain nombre de fonds d'investissement qui s'intéressaient à Impact, mais qui ont dit par contre on n'investit que sur la zone européenne. Donc on n'investira pas en Suisse par exemple. C'est hors de notre mandat. Et donc ça peut avoir aussi des effets très concrets, très immédiats où certains investissements sont inaccessibles pour des raisons purement de géographiques en fait. Hein. Bon, après on a la Fondetech et puis on a pour les petites startups Genilem. Oui, il y a plein. Et comme je le disais, la Suisse et Genève ne restent pas les bras croisés. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Mon sentiment, c'est juste qu'il y a vraiment une course. Il y a des effets d'échelle. Et tous les efforts nombreux qui sont faits par la Suisse aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à tenir le rythme par rapport rouleau compresseur qui est mis en place au niveau européen et par rapport aussi à la force de frappe nord-américaine en matière d'industrie du capital risque qui traditionnellement, historiquement, a l'habitude d'investir des gros tickets, parfois dans des startups d'ailleurs, dont on se demande comment et pourquoi dans leur modèle d'affaires elles ont réussi à lever autant d'argent. Donc il y a aussi beaucoup de déchets là-dedans. Hein. Il y a probablement une culture aussi plus prudente en Suisse. Mais le résultat, c'est que je pense que l'accès au financement a tendance aujourd'hui, je pense, à être meilleur dans d'autres zones géographiques qu'elle ne l'est en Suisse. Et c'est, je pense, un vrai enjeu qui doit interroger les pouvoirs publics, interroger les acteurs privés pour se dire comment est-ce qu'on fait attention de ne pas perdre cette course à l'armement, en fait. Hein, c'est ça dont on parle. Hein. Oui, tout à fait. Dans le cadre de Impact, comme vos analyses ont une portée globale, c'est-à-dire si vous analysez Nestlé, un investisseur nord-américain, chinois ou suisse, il sera intéressé par ça s'il veut l'avoir dans le portfolio. Donc c'est vrai que pour vous, d'un côté, si vous n'avez pas les ressources suffisantes pour pouvoir faire de bonnes analyses et qu'une autre entreprise a plus de moyens pour faire des meilleures analyses, même un investisseur suisse, il pourrait se dire je vais acheter les analyses du concurrent en fait. Donc c'est vrai que ça peut avoir quand même un impact d'avoir plus de financement en fait dans d'autres parties du monde pour une activité qui est globale en fait. Bien sûr. Il y a aussi ça. Et effectivement, nous on est vraiment sur un marché qui est très mondialisé. Le secteur financier est très mondialisé, très compétitif. Et le fait qu'on soit basé en Suisse nous met pas
nous positionne pas plus favorablement pour aller chercher nos clients que si on était que nos concurrents basés en Espagne, au Canada, au Japon ou partout ailleurs. Ils ont accès aussi facilement que nous à toute la clientèle mondialisée. Et donc, oui, il y a des enjeux de compétitivité très internationaux pour le secteur financier. Bon, ça, c'est le secteur financier a l'habitude de ça. Il y a une vraie compétition internationale entre grandes places financières. Et dans le domaine de la finance d'impact, donc de l'impact investing, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous, on n'est pas simplement en concurrence pour la clientèle suisse et couvrir des entreprises suisses. On est d'emblée sur un marché international. Donc, alors c'est sûr que nos réseaux personnels font que on a plus facilement accès à des clients en Suisse pour démarrer. Mais nous, notre zone de chalandise, si je peux l'appeler comme ça, c'est le secteur financier mondial. Et nos concurrents, ils ne sont pas suisses. Nos concurrents aujourd'hui, ils sont américains, ils sont espagnols, ils sont allemands, ils sont internationaux. Vous parlez tout à l'heure du secteur financier genevois. Comment est-ce que finalement, avec tout ce qui a été dit et votre sentiment et votre expérience, comment est-ce que vous voyez l'évolution d'ici 2030 de ce fameux marché? Je dirais avec un mélange à la fois d'optimisme et d'inquiétude. D'optimisme parce que la longue histoire de la place financière genevoise a montré sa résilience. C'est pas la première fois qu'on l'avait à moitié enterrée, la place financière suisse, qu'elle n'avait pas se relever de telles crises et de telles évolutions réglementaires et à chaque fois on voit les banquiers, les banques suisses revenir dans la partie, afficher des résultats extraordinaires. Et donc voilà, cette capacité d'adaptation est un gage, on va dire, d'optimisme pour l'avenir. Quelles que soient les difficultés, on sait qu'il y a une vraie capacité d'adaptation, de rebond. En même temps, on sait qu'il y a vraiment des défis considérables. On a évoqué cette industrie très mondialisée. Il y a une pression réglementaire qui est subie de plein fouet par la Suisse sans qu'elle soit invitée à la table des discussions. Bon, là aussi, ça ne concerne pas que le secteur financier, mais on l'a vu dans mon domaine à moi très récemment avec les réglementations européennes qui concernent l'investissement durable. Donc SFDR, par exemple, pour ne pas la nommer, la Sustainable Finance Disclosure Regulation. C'est une réglementation sortie de l'Union européenne, mais finalement qui va s'imposer et qui s'impose déjà à tous les acteurs suisses, ne serait-ce que pour conserver l'accès au marché européen, sans qu'ils aient été impliqués dans la mise en place de cette réglementation. Donc là aussi, il y a des effets, il y a des effets de masse. Comment est-ce que la Suisse et encore plus Genève au sein de la Suisse, avec le petit Genève quelque part, arrive à tirer son épingle du jeu. Il va y avoir des enjeux de différenciation, des enjeux de qualité et probablement des enjeux de technologie. Et c'est pour ça que je pense que là où il y a de la lumière pour moi, c'est sur la capacité à Genève de faire émerger ces champions dans la technologie, dans la durabilité, qui vont pouvoir créer des vrais pôles d'emploi et des vrais pôles d'innovation à Genève. Et je pense que compte tenu de l'écosystème genevois dont on a déjà parlé, qui rassemble vraiment ces entreprises, la finance d'impact, c'est un des grands, je dirais, des grandes solutions assez naturelles de différenciation pour une place comme Genève. Et c'est probablement sur cette différenciation que va se jouer la capacité de rebond futur. La compétition est exacerbée, la technologie abaisse les coûts, la clientèle jeune avec le transfert est beaucoup plus sensible à la durabilité. Si Genève ne se positionne pas sur la technologie durable et sur de l'investissement durable informatisé, digitalisé, là ça sera difficile probablement de rester compétitif sur un modèle d'affaires beaucoup plus traditionnel. Est-ce qu'il y a déjà des places financières qui ont déjà incorporé plus ou moins oui, je dirais qu'elles sont toutes les places y sont mises maintenant. Il est difficile de savoir laquelle va le mieux tirer son épingle du jeu. Il y a une étude qui est réalisée. Alors je ne me rappelle plus quelle est. Je crois qu'il y a une fondation qui réalise tous les ans, tous les 2 ans, une étude sur les places financières et leur score, on va dire, ou leur classement en matière de durabilité. Malheureusement, en tout cas, je ne connais pas le sérieux de la méthodologie utilisée par cette organisation, mais malheureusement, la Genève apparaît assez loin du groupe de tête aujourd'hui dans ce classement-là. Qui sont les premiers ?
Alors, je crois que le Luxembourg, de mémoire, faisait partie, par exemple, des places mieux positionnées. Et une fois de plus, il faut regarder la méthodologie vraiment qui est utilisée et selon les critères qui ont été retenus pour faire ce classement-là. Parfois, on a des surprises. Mais objectivement, aujourd'hui, Genève, en dépit de sa position vraiment unique, je ne pense pas que le degré d'adoption... je dirais que plutôt, pour le tourner autrement, à Genève, on a une vraie expertise en matière de finances durables. Mais c'est une expertise aujourd'hui qui est finalement plus utilisée par des clients étrangers que par exemple les investisseurs institutionnels genevois. Typiquement aujourd'hui, je pense que des pays comme la France ou tous les pays scandinaves sont beaucoup plus avancés que la Suisse en matière d'intégration de normes environnementales et sociales dans les portefeuilles d'investissement qu'on ne l'est en Suisse. Une des raisons aussi pour ça, je pense, c'est le morcellement du tissu des caisses de pension en Suisse. On a une multitude de petites caisses de pension en Suisse, avec assez peu de grands champions qui sont là pour tirer le marché, pour, j'allais dire, mettre en place, qu'on ait les moyens et les ressources pour mettre en place aussi ces évolutions et pousser l'ensemble de l'industrie dans la bonne direction. Il n'y a pas la réglementation aussi. Je sais qu'en Suisse, il y a une vraie tradition de laisser le secteur privé se développer de manière très naturelle. Mais il y a des moments aussi où, voilà, sur le modèle français, un certain nombre de réglementations ont été mises en place ces dernières années qui font que le degré d'adoption de la finance durable au sein, par exemple, des fonds de pension ou des fonds d'actifs, des gérants d'actifs, est bien plus avancé aujourd'hui en France qu'il ne l'est en Suisse. Est-ce que peut-être que les fonds suisses estiment que c'est encore un peu tôt et qu'ils attendent de voir plus de résultats ? Il y a probablement tout un tas de raisons et peut-être que le futur leur donnera justement raison. Mais dans les faits aujourd'hui, si on regarde objectivement les taux de pénétration, les degrés de sophistication, l'utilisation, vraiment le taux de pénétration de la finance durable, je pense que la Suisse ne fait pas partie du trio de tête des places financières aujourd'hui. Alors qu'en termes, une fois de plus, d'expertise, d'écosystème, d'innovation, il y a beaucoup de choses qui se passent en Suisse. Mais pour moi, l'adoption de ces pratiques-là tarde encore à venir, tarde encore d'apprendre de l'échelle. Je reste aussi sur ma faim sur la manière dont l'ensemble du cycle de produits est aujourd'hui mis en place. C'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent pour s'équiper, s'outiller, acheter des données, mettre en place des processus très compliqués et très convaincants au niveau de l'analyse. Mais à la fin, quand on regarde comment les portefeuilles restent investis, on voit qu'il y a un moment, ça reste bloqué, et que toute cette analyse et toute cette recherche n'est pas forcément utilisée jusqu'au dernier bout de la chaîne pour changer fondamentalement la manière dont les investissements sont réalisés. Est-ce qu'on pensait qu'il y aura peut-être un vrai changement au moment des transitions générationnelles, passation de fonds par aujourd'hui les boomers et la génération silencieuse qui va se faire auprès de leurs descendants qui sont les millennials, Gen Z et autres? Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, il y aura peut-être un vrai changement ? Oui, je pense en tout cas, je pense que ce changement générationnel qui va être massif, il va avoir des conséquences dans ce domaine-là. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner dans mes expériences professionnelles précédentes des grandes familles sur plusieurs générations. Et clairement, quand on parlait aux générations des enfants, ils nous demandaient de changer la stratégie d'investissement de leurs parents pour intégrer ces dimensions environnementales et sociales. Donc, alors évidemment, j'étais biaisé parce que mon rôle dans ces banques était justement de gérer les investissements durables. Donc, les clients qui étaient renvoyés jusqu'à moi, par définition, c'était ces clients-là. Donc, j'ai du mal à mesurer si c'était 1% de la clientèle ou 90% de la clientèle. Mais oui, on va avoir une partie de cette clientèle-là qui va être prête à faire ce genre qui va être demandeuse pour faire ce genre de transition, clairement. C'est aussi probablement une clientèle qui va être moins, qui va rechercher davantage d'investissements non financiers, donc chercher plus des actifs réels, investir dans des entreprises non cotées, dans de l'immobilier, effectivement dans le tissu économique réel et moins peut-être sur les grandes sociétés cotées. Donc ça, c'est aussi probablement une des évolutions qu'on peut sentir avec ce changement générationnel. Mais oui, ce qui est autant sur la tendance, je pense qu'elle va être claire. C'est l'ampleur que j'ai plus de mal en fait à mesurer.
Surtout quand les phases de marché sont haussières et que tout le monde gagne de l'argent en général, tout le monde est très intéressé de faire de la durabilité et a des belles convictions, mais c'est quand l'orage arrive et que les performances commencent à se dégrader qu'on voit véritablement la solidité des convictions des investisseurs. Et je veux dire que à ce petit jeu, j'ai plutôt été déçu ces derniers 12 mois, comme je le disais, sur le retournement du marché, les valeurs du secteur pétrolier qui ont repris des couleurs en bourse et tout d'un coup, comme un seul homme, ont retrouvé des investisseurs en dépit des grands discours sur le changement climatique. Donc voilà, je reste prudent sur... si je reste confiant sur la tendance, mais prudent sur son ampleur et sa solidité, on va dire. On peut se poser la question qu'au moment où justement ces nouvelles générations, Gen Z, Millennials, etc., seront totalement en possession de la fortune familiale, est-ce que la place financière genevoise sera assez attractive pour qu'ils gardent une grande totalité des avoirs, ou est-ce qu'il y aura justement un flux d'une partie ou de la totalité de cette fortune qui ira sur d'autres places, en pourront peut-être mieux répondre? Alors d'autres places ou d'autres acteurs, parce que vous avez en Suisse des acteurs aussi spécialisés dans la gestion durable qui se sont créés, qui sont probablement en mesure d'attirer cette nouvelle clientèle aussi. Donc là, c'est peut-être pas seulement une problématique de place, mais une problématique de transfert au sein de la place entre des acteurs qui sont genevois, mais qui sont très spécialisés et très avancés sur les notions de durabilité, et des acteurs plus classiques. Donc ça, c'est pas simplement Genève versus le reste du monde, c'est au sein de Genève, c'est un peu l'ancien monde vis-à-vis du nouveau. Et là, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui sont en train de se créer en Suisse, avec des nouvelles banques privées soit des anciennes banques privées qui ont vraiment fait leur mue de manière convaincante, soit même des nouveaux modèles qui sont apparus ces dernières années avec des banques dont la raison d'être et qui se sont créées uniquement sur ces critères d'investissement d'impact. Voilà, il y en a à Zurich, typiquement, des plateformes technologiques ou des banques privées plus classiques, mais qui se sont immédiatement créées en visant cette clientèle de Next Generation et uniquement sur des problématiques d'investissement d'impact. Bon, si les fonds restent en Suisse et à Genève, c'est moins pire que si elles changent d'acteur. On va dire c'est un moindre mal. C'est un moindre mal pour l'industrie financière genevoise, en tout cas. Oui. On a préparé un petit scénario, donc juste pour un petit rappel, donc la prospective, c'est une analyse des tendances. Ça peut être des tendances de long terme ou alors des signaux faibles, par exemple. L'idée est de se projeter dans un avenir plus ou moins proche, donc ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, enfin ça dépend de l'horizon temps qu'on définit. Le scénario, c'est vraiment une méthode pour s'imaginer cet avenir et comment est-ce que nous, on évoluerait, est-ce qu'on adapterait notre stratégie, par exemple, en fonction des développements qu'on voit aujourd'hui, s'ils se perpétuent dans le futur. Donc, on peut imaginer plein de futurs possibles, mais il y a uniquement un avenir qu'on va tous vivre. Ce futur se base sur la tendance long terme prise en compte des challenges environnementaux à venir et dans un monde où ils se concrétisent réellement, et donc ça crée un impact sur les portfolios des investisseurs. Donc, il y aura une analyse sur les investisseurs, une analyse sur l'impact investing et aussi la concurrence entre les places financières. Donc ce sera un petit peu les trois thématiques qu'on va aborder dans ce scénario. Alors, nous sommes en 2030, les investisseurs traditionnels voient leur portfolio sous-performer vis-à-vis de portfolios qui ont tenu compte des impacts sur la communauté et l'environnement. Ces investisseurs plus traditionnels décident alors de prendre en compte davantage le travail d'analyse réalisé par les fintechs tels que Impact, afin de revoir leur stratégie d'investissement. Suite à cela, les acteurs de certaines industries ayant un impact globalement négatif et donc une mauvaise notation voient leur nombre d'investisseurs désirant investir dans leurs activités réduit. Cela engendre des difficultés pour ces entreprises car elles voient le coût du capital augmenter drastiquement. Dans ce contexte, les places financières mondiales ont décidé de prendre diverses directions afin d'attirer ces industriels et générer de l'activité économique. Donc on a une forme de prise de conscience qu'il y a une opportunité là peut-être à venir chercher ces industriels qui ont une mauvaise notation et donc la difficulté à trouver du capital. Il y a donc certaines places qui valorisent et favorisent l'implantation d'entreprises avec un fort impact positif. Ces places encouragent également toute solution qui favorise l'implémentation de fintech qui évalue l'impact le plus précisément possible. Et à l'inverse, il y a d'autres places qui voient une opportunité pour attirer des entreprises qui sont mal notées, pour les aider à avoir une meilleure note réputationnelle et ainsi attirer du capital du fait qu'ils ont une meilleure note. Certains investisseurs vont se dire « Ah, alors du coup, je peux investir dans cette entreprise ». Donc c'est un petit peu l'idée derrière.
pour la place, ça permet de créer des emplois, de créer de l'activité économique. Pour l'investisseur, c'est peut-être pas forcément une bonne chose parce qu'il se voit en quelque sorte trompé à investir dans des entreprises qui, en réalité, si elles étaient notées correctement, auraient un impact négatif. Dans ce contexte, les banques d'investissement peuvent donc décider de suivre les évaluations en fonction de la place qui leur convient pour continuer à financer des investissements ayant un impact global négatif. Donc ici, l'idée, c'est de se dire, au final, si maintenant j'ai le choix entre divers types de notation, je peux décider, pour convenir aux désirs de mes clients, de choisir des investissements qui ont en réalité qui ont un bon impact noté sur certaines places, mais qui d'autres places les noteraient un petit peu différemment. Donc on a en fait on a une situation dans laquelle on fait un petit peu son marché, on va choisir, je veux que telle entreprise ait une bonne note, donc je vais choisir l'analyse qui me convient et m'implémenter là-bas. Donc là, c'est un petit peu on plante un peu le décor. Donc dans ce contexte, quel rôle pourrait avoir la place financière genevoise à jouer pour protéger ses acteurs ? Alors il y a beaucoup de choses dans votre scénario, beaucoup de choses riches, et je vais dire, il y a beaucoup de choses qui sont probablement déjà une réalité, sans même attendre 2030. On voit déjà ces enjeux se profiler aujourd'hui avec les notations ESG, elles vont se poursuivre avec les notations impact, mais typiquement la stratégie duale qui consiste à dire est-ce que je devrais plutôt investir dans les entreprises qui ont les meilleurs impacts pour la planète et la société, ou est-ce que je devrais plutôt investir dans des entreprises qui ont des moins bons impacts en essayant de les faire progresser? C'est déjà des stratégies qu'on retrouve, en tout cas des débats philosophiques ou des écoles, on va dire, qu'on retrouve au sein du secteur financier aujourd'hui. Et vous avez raison de dire que des fois, c'est des vraies discussions de fond, des fois, c'est aussi des prétextes pour pouvoir se dire oui, j'investis dans une entreprise qui est mauvaise parce que quelque part ça m'arrange bien en termes de performance financière, mais c'est sous prétexte que en fait mon objectif c'est de la faire progresser. Alors si c'est la réalité du choix et que véritablement l'intention est de faire progresser ces entreprises en termes de notes d'impact, c'est une stratégie qui est parfaitement louable et parfaitement respectable. Si par contre c'est effectivement plus un prétexte pour se dire même si cette entreprise a un mauvais score, je m'autorise quand même à investir dedans sous prétexte qu'elle va s'améliorer et que ça va aller mieux, là évidemment c'est un petit peu moins intéressant. Mais on a déjà ce type de discussion qu'on retrouve aujourd'hui, c'est tout ce qu'on appelle le financement de la transition, qui effectivement donne lieu à beaucoup de débats. C'est sûr qu'entre le monde rêvé qu'on souhaite avoir et le monde actuel, il y a un entre-deux où il va falloir faire progresser un certain nombre d'entreprises. L'économie, c'est pas simplement que les 10% de meilleures entreprises du monde et puis on arrête de travailler avec les 90% d'autres. On sait que ça va être probablement favoriser les 10% des meilleurs, arrêter de financer les 10% des pires et faire transitionner les 80% qui sont entre les deux en fait. Donc ça, c'est un scénario qui va être un scénario général où il va falloir travailler à la fois sur financer les tout meilleurs et faire améliorer les un peu moins bons. Une fois qu'on a fait ce constat-là, le rôle spécifique de la place genevoise, je pense qu'il est aussi sur l'innovation et la définition de standards. On a dit il y a ce cluster, cet écosystème très particulier à Genève. C'est là où on a l'expertise nécessaire sur les dimensions d'impact pour pouvoir dire finalement amener cette crédibilité, amener aussi cette dimension, je dirais, plus scientifique à la recherche d'impact et jouer ce rôle de gardien du temple que Genève peut prendre comme place finalement où les standards sont édictés, où les normes sont produites en collaboration entre le secteur financier et le secteur de l'impact, si je peux l'appeler comme ça, pour éviter les dérives, le greenwashing et tous les dangers que vous avez cités. Donc là, je pense qu'il y a à la fois une opportunité pour Genève, mais plus fondamentalement, il y a quelque part, je dirais même, un rôle et une responsabilité pour Genève, de s'assurer qu'on ne perde pas de nouveau 15 années, comme on l'a probablement fait avec les notations ESG, qui ont mis si longtemps pour arriver et qui, une fois arrivées, finalement, n'ont pas véritablement produit les effets qu'on voulait qu'elles produisent sur le climat, sur la biodiversité, sur la prospérité, sur l'égalité, parce que les notations et les méthodologies elles-mêmes n'étaient pas satisfaisantes, parce que le sujet d'attention n'était pas le bon, parce que les méthodologies d'intégration de ces données-là dans le processus d'investissement n'étaient pas suffisamment profondes. Et là, je pense que, une fois de plus,
si on veut vraiment, et le temps nous est compté, changer la planète et changer la société, le secteur financier va avoir une influence centrale. Hein. C'est lui finalement qui façonne l'économie dans 5 ou 10 ans. On est en train de faire de la prospective. L'investissement, par définition, ça a une très forte dimension prospective. Hein. Vous investissez dans une entreprise aujourd'hui parce que vous pensez que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, elle va performer, elle va se développer. Et donc, les entreprises qu'un investisseur décide de soutenir aujourd'hui, c'est les entreprises qui vont se développer dans 5 ans. Et donc, le modèle économique de demain, il se décide par le secteur financier d'aujourd'hui, en fait. Et donc, ça lui donne à la fois un pouvoir parfois un peu inquiétant, mais ça lui donne aussi une responsabilité toute particulière. Et je pense que dans cet exercice de responsabilité, Genève a à la fois une opportunité, puisque c'est vraiment, je dirais, une dimension qu'elle peut s'arroger, qu'elle peut faire valoir, et que d'autres places auront plus de mal à lui disputer, n'ayant pas le même écosystème. Mais c'est aussi du coup une responsabilité. Je pense que si la finance demain ne prend pas beaucoup plus sérieusement en compte ces critères-là dans un vrai objectif d'amélioration de l'état de la planète, et pas simplement de performance financière ou de marketing commercial, eh ben, il y aura une vraie responsabilité que Genève pourra se voir reprocher aussi à cet égard d'avoir failli quelque part à sa mission. Et je pense que c'est un élément important pour l'avenir de la place genevoise que d'assurer la réalité de ces changements, la profondeur de ces changements, la robustesse aussi de ces évolutions-là et l'adéquation, plutôt la bonne transmission entre la finance durable d'un côté et l'amélioration de la planète. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on a tous collectivement failli. Tous les efforts qui ont été mis en place pour essayer d'améliorer la finance, pour l'instant, n'ont produit que très peu d'effets à véritablement, concrètement améliorer la planète. Et ça, c'est le vrai enjeu des 5 prochaines années. Notamment compte tenu, une fois de plus, de la course contre la montre qui est enclenchée sur un nombre de crises en parallèle auxquelles on fait face déjà et auxquelles on va faire face de manière de plus en plus aiguë. Donc oui, le secteur financier genevois doit s'emparer du sujet et doit se positionner comme le norm setter, pour parler en bon français, l'entité qui établit les normes en conjonction, en collaboration avec les organisations internationales et qui veille à ce que ces normes-là soient embrassées, respectées, appliquées par l'ensemble de l'industrie financière. Qu'on soit vraiment un benchmark finalement. Un benchmark, un role model pour le reste de l'industrie financière et probablement aussi parce que ça va de pair, un centre d'innovation. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les nouveaux produits, les nouvelles méthodologies puissent être incubés, testés, déployés. Et là aussi, on a tous les acteurs autour de la place pour créer ce type d'innovation. On a la culture de l'innovation qui va bien aussi en Suisse. Et là, c'est une fois de plus une vraie carte à jouer pour Genève et une vraie responsabilité, je pense, au niveau presque philosophique du terme. Ouais, dans cette nouvelle manière un petit peu de penser l'investissement, si on arrive à avoir une place qui, j'aurais presque envie de dire, qui va réguler la manière dont on va faire de l'impact investing à Genève, ça offrirait une marque un peu de qualité, dans le sens, si moi j'installe mon bureau qui fait de l'impact investing à Genève, je vais être identifié comme quelqu'un qui est dans un endroit sérieux où on fait les choses à la meilleure qualité possible. On pourrait voir un petit peu comme quand on pensait à la Swiss Made, Swiss Quality, ce genre de choses. Mais c'est vrai que pour un investisseur de se dire je vais aller plutôt suivre les conseils de ce cabinet parce qu'il est placé à Genève et que là-bas... c'est la référence en termes de qualité et la référence en termes de sérieux. Et c'est là où je serais prudent sur le terme régulier parce que l'idée, c'est pas... quand je parlais de mettre en place des normes et des standards, l'idée, c'est pas d'imposer aux autres des normes qui auraient été dictées à Genève, mais c'est vraiment par la qualité et par la profondeur et le sérieux de ce qui est développé à Genève qu'on peut montrer la voie au reste de l'industrie financière en fait. Et c'est là où les débouchés commerciaux et économiques et développement économique sont les plus favorables en fait. Comme vous l'avez dit, parce que les gens viendront chercher à Genève cette qualité, cette sophistication, ce sérieux qui les amène aussi à acheter les montres genevoises ou tous les secteurs d'excellence genevois. Et il faut viser la même chose en matière de durabilité. Et ce sérieux-là,
il ne passera que quand on aura réussi à véritablement transformer ces processus en résultats concrets pour la planète et la société. Tant que c'est aujourd'hui des grands discours et dont on n'est pas capable de montrer à quel point véritablement ils s'ancrent dans le réel et ils améliorent notre environnement, on aura raté ce défi. Donc, D'où la mesure d'impact. Faire ses preuves, enfin, mesurer. Et mettre le degré d'exigence au bon endroit, c'est-à-dire pas seulement sur la performance financière des portefeuilles, mais sur la performance en matière d'impact réel obtenu. On doit commencer à mesurer à quel point ces investissements véritablement réduisent le CO2, à quel point ces investissements améliorent la biodiversité, à quel point ces investissements réduisent les inégalités, mais de manière scientifique, mesurée, concrète. Et en montrant, là aussi, un vrai leadership sur les approches de mesure, sur la réalité des portefeuilles, au-delà simplement du processus, du comment. C'est vraiment dans le quoi final qu'on doit montrer la voie au reste de l'industrie financière et se positionner sur cette exigence et cette excellence. Vous pensez que c'est faisable ? Il n'y a pas de raison. Une fois de plus, la Suisse a réussi à développer cette excellence et cette exigence dans tout un tas d'autres industries. Je pense que sur l'industrie financière, il y a aussi un Swiss Touch, un Swiss Touch et un Swiss Made qui sont reconnus à l'international, notamment dans la banque privée. Et donc, il y a tous les atouts, en tout cas à Genève, pour le réussir. Mais il faut le faire, une fois de plus, avec constance, avec sérieux et avec conviction. Et c'est là où je pense qu'il y a encore un déclic à obtenir au niveau de la place financière pour se dire le critère de la performance financière, c'est un critère et ça ne doit plus être l'alpha et l'oméga. On doit avoir le critère de la performance environnementale et sociale qui doit prendre autant de poids et être aussi central dans l'industrie financière genevoise que le critère financier. Et quand on en sera vraiment là, qu'on mesurera concrètement et que le bonus des gérants de portefeuille sera pas lié à combien de points de surperformance ils ont fait par rapport au marché, mais combien de tonnes de CO2 leur portefeuille a permis d'économiser, là on sait qu'on commencera à tenir le sujet par le bon bout. Peut-être une classe d'acteurs un petit peu le plus difficile à convaincre. Est-ce que vous verriez d'ici 2030 des fonds de pension complètement changer et aller dans une stratégie d'investissement plus tournée vers l'impact, ou est-ce que c'est trop tôt pour... Non, ils commencent à le faire. Je crois que maintenant, on a passé le cap où les fonds de pension se retranchaient derrière leur devoir fiduciaire de dire oui, mais moi, finalement, mon rôle, c'est d'assurer que je serai capable de payer des retraites dans 10, dans 20 ou dans 30 ans. Donc, la seule chose à laquelle je dois veiller, c'est la performance financière. Aujourd'hui, je pense que ces fonds de pension ont passé ce cap-là et rendent compte que leur devoir fiduciaire, c'est aussi de s'assurer que dans 10 ou 20 ans, les retraités auront non seulement une retraite, mais auront également une planète habitable. Ça va aussi de pair. Donc, je pense que là-dessus, les choses ont beaucoup progressé. Et je dirais, ils sont presque plus moteurs aujourd'hui, ils devraient en tout cas être plus moteurs dans cette évolution-là que les gérants d'actifs qui finalement, eux, sont des mandatés. Donc, c'est les fonds de pension qui édictent leurs conditions. C'est eux les propriétaires des actifs. Et quand ils confient leurs avoirs en gestion aux gérants d'actifs, c'est eux qui sont là pour justement dire comment est-ce que leurs actifs doivent être gérés, sous quels critères de performance et de performance financière et de performance environnementale ils veulent que leurs actifs soient gérés. Et là aussi, je dirais que les choses progressent, mais comme je l'ai dit avant, à mon sens, peut-être encore pas assez vite, et pas aussi vite que ça peut être le cas dans d'autres places financières, notamment européennes. Donc, je pense qu'il serait dangereux de s'endormir et de ne pas mettre les bouchées doubles sur ces dimensions-là. On avait une dernière question, mais je pense qu'on a un petit peu parlé de ça, en fait, directement, indirectement dans les questions. C'était par rapport, justement, si on comparait un petit peu le travail, l'impact investing, donc on va évaluer les entreprises. Donc ensuite, j'imagine qu'il y a des acteurs qui vont peut-être vouloir faire des labels ou bien d'autres manières aussi de faire les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit on peut avoir par exemple pour la responsabilité sociale des entreprises, il y a différents labels. Donc parfois, on vit un peu la surenchère du label. C'est-à-dire, ok, on a tous ces labels, mais au final, est-ce que vraiment c'est sérieux derrière? Donc
C'est pour ça qu'on a un petit peu répondu à cette question-là avec vous dans cette interview. Néanmoins, la question se pose tout de même, si on est en 2030 et donc ça prend une telle ampleur qu'on aurait beaucoup d'entreprises qui vont décider de faire de l'impact investing et donner un petit peu encore, on aurait dans le même contexte un peu une surenchère de labels. Si vous êtes certifié d'après mon label, ça veut dire que vous êtes une entreprise qui a un impact très positif. Donc vous, en tant qu'investisseur, on va dire l'investisseur particulier qui n'a pas forcément cette connaissance de ce qui se passe en réel, enfin dans le sens, si moi je vais en bourse et j'investis, peut-être je vois ces labels-là et je vais prendre ça un petit peu comme la référence et j'y vais un peu les yeux fermés. Vous, c'est pas forcément votre clientèle, c'est sûr, mais si en 2030 ça se passe comme ça, avec surenchère de labels, au final les clients commerciaux, il me semble que c'est comme ça qu'on les appelle, représentent quand même une certaine partie, une certaine masse d'investissement également. Si tout le monde commence à suivre ces labels et investir à droite à gauche dans tout et n'importe quoi, est-ce que ça pourrait dans ce contexte-là venir un petit peu affecter votre travail également, en se disant... C'est possible, ça peut venir concurrencer la valeur, enfin en tout cas diminuer la valeur ajoutée de ce qu'on fait. Après, donc des labels, il en existe déjà dans notre domaine à nous. Effectivement, parfois, on a du mal à s'y retrouver. Souvent, ils sont assez locaux aussi, des labels qui sont au niveau national. Donc, il y a le label LuxFlag, par exemple, qui existe au Luxembourg. Il y a un label en France aussi, un label ISR en France. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont souvent locales. À ma connaissance, on n'a pas encore véritablement de Max Havelaar de la finance durable au niveau international. Et je pense qu'il y a un vrai rôle pour les labels, la certification. Il y a aussi une partie du rôle du régulateur d'amener de la transparence et de la clarté. C'est tout l'enjeu de la réglementation européenne qui a été passée ces dernières années. C'est de faire un petit peu de clarté dans cette multitude d'initiatives, de notes ESG, de terminologie où plus personne n'y comprend rien et surtout de protéger le consommateur final en fait. Donc les labels, ils ont leur place, ils ont leur rôle. Si je fais le parallèle avec l'industrie financière, vous avez aussi des labels et des gages de qualité de sérieux. Ça n'empêche pas d'avoir à côté aussi de la data ou de la recherche qui est produite. Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes finalités, les mêmes utilisations. Un label, comme vous le dites, est plutôt là pour finalement rassurer un consommateur final qui n'est pas forcément très averti et qui va se retrancher derrière le label pour, on va dire, comme un gage minimum de confiance, alors que la recherche que nous on produit, c'est plutôt pour alimenter des acteurs plus sophistiqués qui ont besoin de nourrir leur réflexion avec des données précises, granulaires, qui vont au-delà de la dimension binaire du label qui consiste à dire vous êtes labellisé ou vous ne l'êtes pas. Et donc c'est des processus qui, dans une certaine mesure, peuvent se concurrencer, mais qui, globalement, en fait, vont servir des publics différents et des besoins différents. Donc, Tout à fait, oui. Là, on est parti dans un scénario plutôt positif, dans lequel, tout s'est bien passé pour ces investisseurs, on va dire. Un peu comme 2021, certains s'amusent à dire, on pouvait investir dans n'importe quoi, au final, on était gagnant. Donc là, c'était si, à l'inverse, les investisseurs qui avaient suivi l'impact investing verraient la performance de leur portfolio moins forte des portfolios qui performent moins que ceux traditionnels, est-ce qu'on pourrait aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire des personnes qui vont... Alors, il y aura forcément ceux qui vont pas uniquement penser à la performance du portfolio dans le sens le pourcentage qu'ils veulent retirer de leur investissement, mais qui vont être contents même si la performance était moins bonne parce qu'ils ont eu un impact positif. Donc voilà, c'est cette pensée un peu... au-delà de simplement le retour sur investissement. Mais si cela se passe dans ce scénario où le retour d'investissement aurait été au final moins grand pour eux, est-ce qu'on pourrait avoir l'effet inverse où il y a toute une partie d'acteurs qui se diraient finalement l'impact investing? Bien sûr, c'est toute la fragilité de l'investissement d'impact et c'est pour ça qu'il y a une exigence de montrer que la finance d'impact peut être performante du point de vue financier. Ça sera très compliqué de développer cette industrie si c'est systématiquement au détriment de la performance financière. Et on a déjà cité l'exemple du regain d'intérêt du secteur pétrolier aujourd'hui. Il suffit que ça remarche à ce niveau-là pour que d'un coup les investisseurs se repositionnent sur des secteurs qui sont lucratifs du point de vue de l'investissement. Donc il faut trouver des stratégies, il faut trouver des approches et il faut trouver surtout... je pense au point de vue réglementaire, des méthodologies pour qu'on intègre mieux aussi les externalités négatives. Parce qu'aujourd'hui,
si vous n'avez pas une corrélation forte entre l'impact et la performance financière, c'est parce qu'il n'y a pas de mécanisme comptable ou réglementaire qui font que la pollution climatique, par exemple, finit par avoir un coût économique aux entreprises. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise qui émettait beaucoup de CO2. À ma foi, ça n'apparaît pas sur votre bilan comptable ou votre compte de résultat. Et donc, ça n'apparaît pas pour un investisseur en termes de performance financière. À partir du moment où vous avez des mécanismes de taxe carbone, des mécanismes où toutes les externalités positives ou négatives que vous générez en tant qu'entreprise, quelque part, vous sont refacturées, viennent affecter votre performance économique, là, vous aurez une corrélation très forte entre l'impact et la performance financière. Une entreprise qui émettra beaucoup de pollution, elle verra ses revenus coupés par deux, beaucoup de taxes, beaucoup d'amendes ou je ne sais quel mécanisme. Et tant que nos systèmes comptables ne sont pas mieux dimensionnés pour intégrer et facturer quelque part, et donner une valeur économique, un coût économique à ces externalités-là, on aura toujours cette distorsion quelque part entre la performance économique et la performance d'impact. Et ça, c'est vraiment le rôle des régulateurs aujourd'hui, de s'assurer que toutes ces externalités-là finissent par différents mécanismes à inventer la plupart du temps, par constituer un vrai coût économique aux entreprises qui les génèrent. Et là, vous n'aurez plus à poser la question de est-ce que la performance d'impact, elle se fait au détriment de la performance financière ou pas. Elles seront mécaniquement corrélées, en fait, parce que les entreprises qui auront des externalités positives, elles verront leur performance s'améliorer et inversement. Et donc, à ce moment-là, un investisseur cherchera par définition les entreprises les plus vertueuses, parce ça sera par définition celles qui auront les meilleurs résultats économiques. Ouais. Et là, ça déborde du rôle de l'investisseur pour aller au rôle plus, pour le coup, du régulateur, où là, il y a aussi encore beaucoup de travail à faire pour qu'une entreprise qui génère par exemple beaucoup d'inégalités sociales se voit d'une certaine manière affecter une sorte de quote-part de coût social de ces inégalités qui peuvent créer par exemple du chômage ou de la tension sociale, que l'entreprise qui les a générées s'en voit réaffecter un coût économique en fait. C'est très compliqué. L'attribution de ce coût-là est un vaste débat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est par définition biaisé, où des entreprises peuvent avoir beaucoup de succès économique parce que c'est pas elles qui prennent en charge les externalités négatives que leur modèle a créées. Ouais. C'est la société, et donc quelque part on privatise les profits et on nationalise les coûts. Et donc ça crée des modèles qui sont évidemment avec beaucoup de distorsions. Oui, et toute la problématique aussi du monde globalisé, dans le sens où si maintenant la place financière genevoise ou le régulateur suisse commençait à facturer en quelque sorte l'impact social d'activité dans un autre pays, et bien ensuite l'entreprise pourrait se dire dans ce cas-là, je fais mes calculs et puis je vais partir sur une autre place financière, un peu comme on discutait dans le scénario en se disant finalement les places financières pourraient jouer là-dessus, ou les pays pourraient jouer là-dessus pour essayer d'attirer des entreprises. Ah oui, c'est très très complexe. Ouais. Mais c'est vrai que, pour prendre des exemples très simples, si on regarde, l'industrie du tabac, aujourd'hui, si vous deviez faire porter le coût du traitement du cancer du poumon à l'industrie du tabac, ces résultats financiers ne seraient pas tout à fait aussi spectaculaires qu'ils l'ont été ces dernières décennies. Donc, et vous pouvez appliquer le même raisonnement de manière probablement moins caricaturale et beaucoup plus compliquée à tout un tas de grands enjeux, la création d'emplois, le chômage, l'égalité homme-femme, la biodiversité, le climat, où beaucoup d'entreprises contribuent négativement à ces enjeux-là, mais n'en payent jamais le coût économique. Et donc pour un investisseur, parfois, effectivement, le choix est de privilégier la performance économique en sachant que la performance d'impact n'est pas au rendez-vous, parce qu'il a la possibilité de le faire. On lui laisse la possibilité d'engranger des bénéfices financiers sans avoir à en supporter lui aussi le coût finalement social et environnemental. Pour clôturer cette belle discussion, en résumé, quelles seraient les idées et les aspects à retenir pour la suite ? Je dirais que l'évolution vers la durabilité était inéluctable.
Vous posez tout à l'heure la question de savoir si c'est une mode, si ça va passer, mais je pense qu'on sera vite rattrapé par la réalité environnementale autour de nous, donc qui chaque jour se rappelle à notre souvenir de manière un peu plus aiguë, donc on ne pourra pas faire l'impasse là-dessus. Je pense que la vraie question, c'est la vitesse à laquelle on y va. Et si on part du principe que c'est inéluctable, il vaut mieux s'y préparer. Et plutôt que de le voir comme une contrainte, il vaut mieux le voir comme une opportunité. Et je pense que la place genevoise a tous les atouts pour se saisir de cette opportunité, à condition de ne pas tarder, à condition de ne pas freiner des cas de fer, à condition d'embrasser ce changement plutôt que d'essayer d'en repousser l'échéance. Donc c'est en train d'arriver. Moi, j'appelle de mes voeux pour que ça aille plus vite et qu'on soit capable de mieux financer les champions de demain, l'innovation technologique, l'émergence de champions nationaux autour de ces sujets-là pour qu'ils ne restent pas dans les mains uniquement d'acteurs anglo-saxons ou américains. Voilà. Et pour aller plus loin dans la réflexion, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à notre communauté comme ressources, comme livres, comme Alors, de site? manière très égoïste, je les inviterai à tout le monde à se former sur l'analyse d'impact. Donc, comme je le disais, on a une formation qui est gratuite, accessible à tout le monde, qui est très courte. Donc, ça vous permet très rapidement un petit webinaire qui vous permet de comprendre ce que c'est l'impact et comment est-ce qu'on l'analyse. Et aussi d'utiliser des plateformes comme Impact ou d'autres pour vous renseigner au moment où vous avez besoin d'interagir vous-même. Parce que nous, on s'adresse beaucoup au secteur financier parce qu'on sait qu'il a un pouvoir d'influence très fort sur l'économie, mais les notions d'impact, c'est aussi valide pour les consommateurs, c'est aussi valide pour savoir pour quelle entreprise vous voulez travailler, dans quelle entreprise vous voulez acheter vos prochains produits, et donc n'hésitez pas à utiliser aussi toute cette information-là, parce que c'est cette masse finalement de pression qu'on fait sur les entreprises en tant que consommateur, qu'investisseur, qu'employé qui fait bouger les lignes. Donc voilà, c'est une connaissance qui est construite par toutes, mais qui est aussi disponible à tous et qui aura d'autant plus de poids et d'influence qu'elle est utilisée par tous. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Bertrand Gacon, merci beaucoup pour cette belle discussion. Merci. On vous retrouve sur impact.com. C'est oui, bien ça? Avec 2 A et un K. 2 A et un K. Et on vous retrouve sur LinkedIn. Avec plaisir. Et voilà. Et merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt.